Dans sa déclaration à la tribune de l'ONU, lors du sommet dernier de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait appelé au retrait de la MONUSCO de son territoire après une vive critique ouverte de la force onusienne. Il a estimé incapable celle-ci de résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays. Étrange revirement du président congolais qui, il y a quelques mois seulement et même quelques années, faisait la sourde oreille face à la recrudescence des manifestations des populations qui réclamaient le départ immédiat de la MONUSCO, mais avait plutôt demandé le départ immédiat de la force de l'Est de l'Afrique, jugée inefficace à peine 3 mois après son déploiement dans le nord et le sud Kivu. Dès le 15 novembre prochain, le plan de retrait devrait être acheminé au gouvernement. Quelques mois auparavant, des opposants organisaient de vives manifestations pour dénoncer l'inaction sur le plan sécuritaire, événement totalement lié ou alors simple coïncidence. Félix Tshisekedi Tshilombo serait-il en quête de libération, comme plusieurs autres pays avant la RDC, ou serait-il en pleine séduction politique ? Quelques interrogations auxquelles on tentera de répondre sur ce plateau, mais nous ne manquerons pas de revenir sur ce qu'on pourrait appeler le bilan. Oui, le bilan de la force onusienne sur le territoire congolais après 3 décennies de présence sur place. En deuxième partie de cette émission, on parlera de Succès Masra qui tente de revenir au Tchad, mais surtout de la médiation congolaise. Toujours Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait été désigné facilitateur, médiateur de la CEAC auprès, évidemment, du gouvernement du Tchad. Sur place à Kinshasa ont été reçus l'opposant, président du parti Les Transformateurs, mais également une délégation tchadienne gouvernementale venue pour faire le point des différentes rencontres. Succès Masra pourra-t-il retourner sur le territoire tchadien alors qu'un mandat d'arrêt international est toujours pendant contre lui? Succès Masra pourra-t-il fumer le calumet de la paix avec le président, le général Mahamat Idriss Déby Itno? Ce qui a été appelé la crise tchadienne sera-t-elle soldée en paix? On en parle dans le cadre de ce programme Regard panafricain qui reçoit l'illustre André Christelle Fanga. Il est directeur de publication mais également analyste, consultant permanent les lundis sur notre média For You Media Africa, notamment dans l'émission Regard panafricain. Un plaisir de vous retrouver. Alors, madame, la Madone, la Madone, pour parler un peu comme les autres. Bonsoir, merci pour l'amitié que vous faites de m'inviter encore à cette émission. Bonsoir aux techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions être vus et écoutés. Bonsoir aux auditeurs qui sont si nombreux et dont le feedback de ces émissions nous font beaucoup d'émule, font beaucoup de bien à de nombreuses populations, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali, que ce soit au Congo, que ce soit un peu de partout. Vous savez que nous sommes suivis sur toutes les plateformes, n'est-ce pas, modernes d'éthique, c'est-à-dire YouTube, Facebook, et sans compter l'application For You Media qu'on peut télécharger dans les téléphones et un peu de partout. Donc, nous sommes tellement suivis. Donc, je vous remercie encore pour cette invitation, pour cette marque de confiance et d'avoir fait de moi ce consultant permanent un jour comme celui-ci. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent actuellement à la maison chez moi. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions André Christelle Fanga pour le sacrifice que vous faites pour venir partager avec nous les différentes analyses. Eh bien, les analyses, on les fera juste après cette transition. Eh bien, selon le gouvernement congolais, il est temps pour la MONUSCO de quitter le territoire congolais. Kinshasa, aujourd'hui, vibre au rythme de cette décision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait été annoncée par ailleurs par le porte-parole de la présidence, plus tard par le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, qui a d'ailleurs déroulé un programme qui, comme suit, à partir du 15 novembre
septembre prochain, le programme, le déroulé du retrait de la MONUSCO devra être présenté aux différentes parties afin d'être acquiescé par le gouvernement après la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. André-Christelle Fonga, il y a deux questions que je brûle d'envie de vous poser. Je vais essayer de choisir entre les deux premières. Alors, on essaye tic-tac. La première sera comment comprendre ce revirement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en ce qui concerne le retrait de la MONUSCO. On se souvient des discours de ce président lors de son premier mandat qui saluait la présence de l'ONU sur le territoire et rappelait à quel point le Congo avait besoin de la MONUSCO dans le sud et le nord Kivu. Exactement, parce que le Congo était dans une position très difficile dans cette période parce que le Congo venait de basculer à un nouveau gouvernement, à une nouvelle présidence, le président Félix-Antoine Tshisekedi qui venait de gagner une élection où le président, l'ex-président Laurent Désiré Kabila avait signé des contrats, des conventions et tout cela avec l'ordre, en fait, avec l'ONU et plusieurs autres pays qui composent cette ONU-là. Et Félix Tshisekedi, étant nouveau, n'avait pas encore la maîtrise et les contours de toute la situation qui se présentait à son pays, la RDC. Donc il fallait prendre le pouls. On ne pouvait pas arriver et commencer seulement à tout saccager, n'est-ce pas? Parce que les gens se posent la question aujourd'hui, c'est justement cette interrogation qui vous taraudait l'esprit aussi, et comme tout le reste là, en disant quel est ce changement de discours. Mais je pense que on n'arrive pas dans un magasin de porcelaine comme un éléphant. Le Congo, la RDC, précisément, parce que quand on parle du Congo, il y a deux Congos. Voilà, on pourra penser à notre Congo. Donc, la RDC, la République démocratique du Congo, était comme un magasin plein de porcelaine. Et regardez un peu le gabarit d'abord du président lui-même. Vous savez, il n'est pas différent d'un très bon éléphant, n'est-ce pas, qui peut arriver et tout casser au même moment. Donc, il fallait d'abord observer. Et pour observer, il fallait tenir un certain discours. Pour avoir une assise politique, il fallait tenir un certain nombre de discours. Parce que si le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrivait avec un langage guerrier, il devait justement casser beaucoup de choses. Sachez qu'il y a eu quand même une amitié de prise de pouvoir entre M. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, oui, et quelques membres de la coalition qui étaient là justement et qui travaillaient avec lui pendant son premier mandat. Durant les 2 premières années. 2 premières années. Donc, vous voyez qu'il fallait véritablement maîtriser les contours et les pourtours, qui sont derrière véritablement cette situation guerrière au niveau du sud de la RDC. Il ne fallait pas arriver comme un éléphant, comme je l'ai dit tantôt, dans un magasin de porcelaine. Donc, c'était la phase d'observation. Maintenant qu'il a fini d'observer, il a fini de regarder, il a fini de voir les contours et les pourtours de la situation au niveau de la RDC, au niveau de cette partie qui est attaquée par des hordes de barbares, alors, et voir maintenant, parce que nous parlons de la MONUSCO, quel était son mandat en RDC. Donc, nous voyons aujourd'hui que, au vu de tout est clair, et maintenant, on peut prendre des positions. Mais alors, André-Christelle Fonga, déjà merci pour ce premier jet. Est-ce qu'on ne pourrait pas lier cette décision aussi, ou alors cet engouement, cette farouche énergie subite de vouloir le retrait de la MONUSCO à quelques semaines seulement de la présidentielle, comme une forme de séduction politique qui voudrait faire voir aujourd'hui aux Congolais que leur voix est écoutés après de diverses manifestations, d'ailleurs qui avaient été fortement réprimées, on s'en souvient, pour demander le retrait de la MONUSCO. Alors, madame, il faut comprendre une chose. Regardez le discours du président Antoine Félix Tshisekedi au Congo.
pas en RDC, au Congo, Brazza, lors sur le climat. Le sommet des 3 bassins. Voilà, du climat, où il y avait le président Macron et où le président Antoine Félix Tshisekedi se déclare panafricaniste. Ok. Il dit, en tant que panafricaniste, il le dit à haute intelligible voix, devant des autres chefs d'État. Et il le dit dans ce discours, il dit, je suis le seul président qui ait fait le tour des 9 pays qui entourent la RDC. Ce qu'aucun autre président n'a fait. Vous comprenez un peu? Donc ça n'a rien à voir avec le jeu politique. Ok. C'est-à-dire préparation ou bien discours de campagne. Mais je vous ai expliqué que dès le départ, il y avait une situation qu'il fallait voir davantage clair au niveau de la RDC. Et cette situation, c'est il fallait voir les qui sont avec la rébellion, les qui financent les rébellions, parce qu'il y en a plusieurs, les qui sont... Est-ce que la MONUSCO joue franc jeu? Est-ce que son mandat est réellement fait pour la stabilisation, la paix au niveau du Congo? Il fallait voir tous ces contours-là. Donc vous comprenez que dans une démarche normale, il faut être observateur quand vous arrivez en scène et ne pas prendre directement le discours ou bien le par-dessus ou bien la position panafricaniste qu'il y a de cela au moins 2 ans aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi tient. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est que normal qu'on se retrouve dans ce genre de position. Parce que vous ne pouvez pas être chef de l'État. Et je vous dis, c'est le seul président qui a indexé le Rwanda et Paul Kagame. Je dis bien, il a indexé et la communauté internationale d'être derrière cette situation fâcheuse. Donc, prendre des positions panafricanistes aujourd'hui, tenir un discours panafricaniste n'a rien de politique, n'a rien d'un agenda électoral. C'est quelque chose que vous sentez que ça bouillonnait dans son fond intérieur. Mais comme la politique, quand vous êtes au pouvoir, il faut savoir jouer. Il faut savoir établir le rapport de force. Et je pense qu'il a pris le temps pour établir le rapport de force, pour implanter. Et c'est pour ça que son discours de campagne, c'est fasti béton. C'est-à-dire quelque chose de compact, de solide, n'est-ce pas? Pour dire qu'aujourd'hui, il a su implémenter une stratégie, il a su implémenter sa politique et que les Congolais le comprennent maintenant. Quelle politique? Celle d'accuser le Rwanda à chaque fois d'agresser l'Est du pays, ou encore la politique de changer de ministre de la Défense et ministre de l'économie au moment où certains opposants se lèvent et crient à l'inaction. Enfin, on ne fait pas le procès du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais on jette un regard panafricain. Mais c'est ce regard que nous sommes en train de jeter. Pour dire que tout commence d'abord par la parole. Parce que si vous ne dénonciez pas, on ne peut pas trouver des solutions. Ça veut dire que la situation vécue en RDC, c'est pas aujourd'hui. Vous savez que c'est une situation qui est au-delà de Tshisekedi, au-delà des Kabila, au-delà de tous les autres. En fait, comme la plupart des pays africains extrêmement riches, il y a un agenda des puissances internationaux, n'est-ce pas, qui veulent mettre à sac ces pays-là. C'est-à-dire, la RDC est victime de sa richesse. La RDC est victime de son trop plein de ressources naturelles, convoitées par les autres. En fait, le Rwanda n'est qu'une base arrière, n'est-ce pas, des pays occidentaux pour mieux exploiter la RDC. Donc, pour simplement dire que le problème aujourd'hui n'est pas avoir déjà le courage de dénoncer et d'identifier celui qui joue le mauvais jeu dans tout ça et les acteurs qui sont cachés derrière. Alors, il faut déjà donner un grand bravo, il faut déjà dire un grand bravo au président Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, les actions. Pour mener une action concrète, il faut que justement, celui dont on indexe aujourd'hui, c'est-à-dire la MONUSCO, qui est une mission internationale, n'est-ce pas, de stabilisation du Congo, de la RDC, qui depuis au moins 30 ans aujourd'hui n'a rien produit comme un résultat.
Faisons bilan, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a que 5 ans de pouvoir. La MONUSCO, il y a de cela plus de 25 ans qui sont installés au niveau de la RDC. Alors, venez accuser, ou bien venez vouloir demander un bilan d'inaction, n'est-ce pas? En fait, attribuer un bilan d'inaction au président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, c'est jouer pour le camp des oppresseurs qui, depuis longtemps, sont installés pour la stabilisation du Congo, mais n'arrivent pas. Donc, vous comprenez qu'il y a en réalité un problème de fond, et c'est pour ça que je vous dis, le départ de Félix Antoine Tshisekedi, c'était pour observer, identifier, et maintenant dénoncer avant maintenant peut-être de passer à l'action. Donc c'était une stratégie de garder le silence à chaque fois, parce qu'on rappelle que depuis 1 an quand même dans la sphère panafricaine, plusieurs appellent à la conscience du président Tshisekedi Tshilombo sur la présence de la MONUSCO sur son territoire, notamment dans le nord Kivu ou encore dans le sud Kivu, en tout cas dans l'est du pays, où les exactions ne se sont pas fait moindres, où la force onusienne est accusée d'être une force tampon ou encore d'être une arrière-garde des rebelles du M23, mais pire encore, d'être une force de combat souterrain, comme on en avait déjà parlé sur ce plateau, André Christelle Fanga. Alors, si c'était une stratégie, on pourrait quand même s'interroger sur le bilan aussi du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la sécurité, parce qu'on rappelle que son message de campagne, c'était qu'il viendrait résoudre le problème sécuritaire dans l'est du pays. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants d'une affaire, c'est difficile de prendre de bonnes décisions. Ok. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose. Quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez tout facile. Mais c'est quand vous entrez dans la gestion du pouvoir que vous commencez à voir les contraintes. Vous commencez à voir tout ce qui les autres ont pu résister, des propositions. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que le renouvellement du mandat, en fait, donnant 1 an, n'est-ce pas, à la MONUSCO, c'était, avant ça, il y avait une condition. C'était le contrôle par l'État congolais de l'achat des armes. D'accord. Mais quand on a renouvelé pour 1 an, on a demandé que cette partie-là, cette disposition, cette partie B, c'est-à-dire le contrôle de l'État congolais dans l'achat des armes de la MONUSCO, soit enlevée. Donc, vous comprenez qu'on a amputé la RDC parce qu'en réalité, quand on mettait cette disposition de l'achat des armes de la MONUSCO, c'était justement pour contrôler les armes qui entrent au Congo. Et comment les rébellions, n'est-ce pas, du M23, c'était les Bayamulenge à l'époque, et tout, ça a eu des révolutions, des évolutions aujourd'hui. On est avec le M23. Maintenant, comment ils se procurent les armes? Parce que l'une des personnes, des groupes accusés, c'était justement la MONUSCO qui fournissait les armes, et c'est justement parce qu'en réalité, on sait que cette force-là internationale joue un mauvais jeu en RDC. Et nous savons tous que c'est une force tampon, c'est une force de protection des rebelles, c'est une force, alors qu'elle a pour mission de stabiliser, d'attaquer même des rebelles, de neutraliser les rébellions. Avec tous les armes, tout ce qu'il faut. Je vous rappelle encore que ça fait 30 ans qu'ils sont en RDC. Donc, je ne peux pas, dans cette émission, Regard panafricain, donner du temps ou bien juger un quelconque inactivité du président Félix Antoine Tshisekedi. Okay. Je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait. Et je pense que dans sa logique et dans sa pensée, on lui a demandé par exemple, ou bien dans son discours, on a demandé de construire des ponts entre les pays voisins. Il dit, mais un pays voisin ne peut pas être l'objet, n'est-ce pas, de la déstabilisation de mon pays. Vous me demandez de construire un pont avec ce pays-là. Je vais construire plutôt des barrières. Et l'une des barrières qu'il faut construire, c'est le dégagement de la MONUSCO
de la RDC. Et c'est pour ça que, avant de se lancer dans la bataille de dénonciation, n'est-ce pas, il fallait observer. Et aujourd'hui, avec la dénonciation, maintenant on va arriver au démantèlement. Parce que c'est jusqu'en décembre, hein, c'est décembre que le mandat prend fin. Et ça me ramène, cette histoire de la MONUSCO, ça me ramène à faire une analyse de toutes ces forces créées par l'ONU, créées par, je ne sais pas quoi, par les Français, par les soi-disant ceux qui veulent sécuriser le monde, n'est-ce pas? Ceux qui veulent être les gendarmes du monde, qui veulent apporter du secours pour l'humanité, n'est-ce pas? Qui veulent maintenir la paix, qui veulent séparer, n'est-ce pas, les belligérants, qui veulent stabiliser les États. Vous comprenez qu'en réalité, la plupart de tous ceux qui ont cet agenda-là ne sont pas ceux qui viennent apporter la paix, la stabilité, ou bien viennent séparer les belligérants. C'est-à-dire, vous prenez MINUSCA, c'est-à-dire MINUSCA en RCE. En Centrafrique, oui. Ça produit quel résultat? Aucun. Vous allez au Mali, MINUSMA, ça produit quel résultat? Aucun. D'ailleurs même, il y a des problèmes aujourd'hui entre la MINUSMA et l'État malien. Qui a accusé d'ailleurs la MINUSMA d'espionnage, pillage et bien d'autres. Exactement. Et aujourd'hui, la MINUSMA commence à dégager des bases sans que l'armée malienne ne soit prête sans la coordination de l'armée malienne. Sans la coordination de l'armée malienne pour récupérer les bases dont la MINUSMA était en charge. Donc, vous comprenez que en réalité, le projet n'est pas véritablement la stabilité, n'est pas véritablement la paix, n'est pas de sécuriser ces États. Donc la même chose que la MONUSCO fait au Congo, c'est-à-dire pillage, protection des rébellions, protection des leaders, de ceux qui peuvent en mettre en mal l'État central. Vous comprenez qu'en réalité, ces projets-là, de ces grands sécurocrates mondiaux, ne sont pas là pour le bien-être des États qui sont dans cette situation-là. Donc, aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi est dans une logique d'accélérer le processus pour que véritablement son pays soit libre et que lui-même maintenant prenne la responsabilité, comme l'État du Mali a pris la responsabilité de sécuriser son pays. Et justement, où j'aimerais vous emmener également, André Christelle Fangas, c'est ok, la situation est telle qu'elle est. Le président Félix-Antoine Tshilombo demande aujourd'hui le retrait de la MONUSCO. D'ailleurs, demandait aussi le retrait de la force de l'Est de l'Afrique qui est pilotée par le Kenya. Mais quelle est la solution qu'il reste? Les FARDC? Je pense que la RDC, en faisant d'abord partie, parce que l'objectif c'est d'abord que ces missions partent. S'ils réussissent ce challenge, parce que c'est un défi, vous-même, regardez ce qui se passe au Mali. Parce que prenons toujours le Mali comme un bel exemple, n'est-ce pas? Déjà, Monsieur Macron nous a dit que ses forces, Barkhane et tout le reste là, sont venus pour aider le Mali. Maintenant, on leur demande de quitter, ça devient un problème. Vous ne voyez pas que c'est un défi d'abord de faire partie, c'est un grand défi, hein? C'est un programme politique. D'ailleurs même, la plupart des chefs d'État qui veulent la liberté de leurs États ou bien la souveraineté, qui veulent la sécurité de leur pays, c'est justement de faire partie des missions comme celle-là, des bases militaires. Je crois qu'au deuxième sujet, nous aurons peut-être le temps par rapport au Tchad, n'est-ce pas, de brosser de quelque chose. Vous voyez que c'est un grand défi, faire partie des bases militaires ou bien des forces ou bien des convois, n'est-ce pas, étrangers sur les territoires africains, surtout dans des territoires qui sont riches. Donc ça devient un défi, ça devient un impératif, ça devient même tout un programme de gouvernance. Fait partir les bases militaires, fait partir des organisations comme la MONUSCO, MINUSMA, MINUSCA et tout le reste que nous connaissons. Parce qu'en réalité, ils ne nous apportent pas des solutions concrètes à nos problèmes de sécurité, à nos problèmes de paix, à nos problèmes de souveraineté, d'épanouissement. Donc vous comprenez que c'est un défi pour le président Félix-Antoine Tshisekedi de faire partir ces bases-là. Donc, c'est un programme politique. Donc, ce n'est pas seulement de les faire partir, ce n'est pas seulement une chose, n'est-ce pas, de les faire partir. Maintenant, il faut maîtriser, n'est-ce pas, les bases qu'ils vont laisser, parce qu'en réalité, comme nous constatons que c'est plutôt les fabricants des terroristes et des rébellions, suivez bien mon regard, on
on constate que plutôt MINUSMA, MINUSCO, MINUSCA et tout le reste de ces organisations sont plutôt des fabricants des djihadistes terroristes. Donc vous comprenez que protecteurs des rébellions, d'ailleurs nous profitons pour saluer les ONG occidentales qui savent voir les exactions des armées des États, mais qui ne voient jamais les exactions des armées ou bien des bandes armées rebelles, mais qui voient seulement que l'État, ou bien quand les forces de la République, n'est-ce pas, défendent le territoire, ou bien mettent en mal, neutralisent, n'est-ce pas? Parle de violation on parle de violation des droits de l'homme. Mais quand les terroristes djihadistes éventrent des femmes enceintes, égorgent et font des choses horribles, nous ne voyons aucune ONG lever le petit doigt. Et d'ailleurs, nous rappelons aux Africains que faites très attention à vous qui collaborez avec les ONG étrangères, parce qu'elles ne sont pas là pour notre bien. Parce qu'en réalité, si on fait le bilan des gens qui sont morts en RDC, depuis la présence seulement de la MINUSCO, nous sommes à près des millions de morts. Des millions de morts en RDC. Ou des forces rebelles du M23, des Banyamulenge, des résistants, des forces de ceci et de cela font des exactions depuis, mais vous avez vu l'ONU, vous avez vu les ONG, vous avez vu une action véritable, des gens sont mobilisés pour aider la RDC de s'en sortir de cette situation, non. Mais vous avez vu quand il y a eu la guerre, quand il y a eu l'opération spéciale en Ukraine, vous avez vu quand il y a eu au niveau de la Syrie, l'attaque de la Syrie, vous avez vu la mobilisation, que ça soit du côté russe, que ça soit du côté américain, vous avez vu comment ils se mobilisent pour défendre certains pays qui sont attaqués par leur parapluie. Donc vous comprenez qu'en réalité, si la même action pouvait se passer chez nous en Afrique, quand il s'agit de nos difficultés, quand il s'agit de nos problèmes, et d'ailleurs j'en appelle à la conscience des frères africains, parce que en fait la plupart de tous ces rebelles là ne sont pas des étrangers. Les rebelles du M23 ne sont pas des étrangers. Ils viennent du Rwanda, ils viennent de l'Ouganda, ils viennent de la RDC même, ils viennent du Kenya, ils viennent des États environnants, n'est-ce pas, de ces pays-là, qui forment cette rébellion-là, cette coalition de rebelles-là, pour déstabiliser la RDC, avec la bénédiction des États puissants, qui en veulent, ils veulent une RDC sans les Congolais. Pour dire simplement que, quand on dit ça, c'est pas, en fait, pour simplement dire qu'une exploitation anarchique des ressources, n'est-ce pas, et que l'État central ne puisse pas avoir le contrôle sur tout son territoire, parce que si l'État central a le contrôle sur tout son territoire, pourra avoir les impôts sur tout son territoire, pourra exploiter les ressources sur tout son territoire et devenir véritablement un pays émergent. En fait, c'est empêcher les pays africains, surtout les pays riches comme la RDC, de sortir de la pauvreté et pour en faire véritablement des États souverains. André-Christelle Fanga, on va bientôt sortir de cette question. Oui. Certains ont souvent estimé qu'il y avait deux factions du M23. Une qui est pour la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui devrait donc discuter avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous l'égide du président Kabila, parce qu'on a estimé qu'il maîtrisait mieux la situation étant passé par là. Maintenant, ces mêmes personnes estiment que la deuxième faction du M23 est effectivement truffée de rebelles qu'il faudrait complètement combattre, évidemment. Mais maintenant, dans la logique du président Tshisekedi, il n'y a jamais eu le dialogue avec le M23, peu importe le bord de ce M23. Est-ce la bonne démarche, André-Christelle Fanga? Et maintenant, qu'en est-il de l'apport de l'ancien président Kabila? Écoutez, je pense que les États-Unis nous ont appris quelque chose. On ne discute pas avec les rebelles ou les djihadistes. Ça, c'est clair. Oui. C'est une logique. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu véritablement de discussion entre l'État congolais RDC et les rebelles. Oui. Je pense qu'il y a eu des amitiés entre Joseph Kabila et Monsieur Paul Kagame. Je dis des amitiés. Okay. Des amitiés, nous connaissons tous. Beaucoup de Congolais le savent. Monsieur Kabila, Joseph, a été avec Kagame. Ils ont toujours été ensemble. Ils ont cheminé ensemble.
Donc même quand Kabila devient président, je ne veux pas aller plus loin pour dire que même sa nationalité congolaise est mise en doute. Oui, et en doute par les Congolais. C'est pas moi qui le dis, les Congolais le disent à haute intelligible voix. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ces soi-disant discussions, c'était une affaire d'amitié entre le président congolais de l'époque et Paul Kagame. Maintenant que Félix Antoine Tshisekedi est arrivé, c'est pour ça que dès l'entame de cette émission et dès la première question, je vous ai dit, il y avait d'abord une période d'observation pour voir les tenants et les aboutissants. Comment est ficelée cette affaire-là? Comment voir? Ce n'est plus une question de savoir est-ce qu'il y a des souverainistes, c'est-à-dire de M23, c'est-à-dire ceux qui veulent discuter avec l'État central. Et il y a ceux qui sont des rebelles. Non. Le problème est simple. Il y a une bande de rebelles, n'est-ce pas, composée de nationalités, donc j'ai cité là, n'est-ce pas, qui sont financés par l'Occident, qui divisent la RDC, qui privent la RDC d'une bonne partie de ses ressources naturelles et qui sont exploités en exclusivité par un pays appelé le Rwanda. Oui. C'est-à-dire le Rwanda exploite cette partie de la RDC et certaines multinationales, il faut le rappeler, que certaines multinationales exploitent, n'est-ce pas, des ressources naturelles à l'est du Congo, n'est-ce pas, au nord Kivu, au sud Kivu et tout cet état-là, au travers, avec la bénédiction de la MONUSCO et de certains groupes rebelles. Oui. Parce qu'il y a certaines multinationales, n'est-ce pas, qui se font protéger plutôt par les rebelles que l'armée centrale ou bien l'armée, les forces de défense de la RDC. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire simplement de discussion, c'est une affaire de voyous, de bandits qui ont accepté de jouer le rôle, n'est-ce pas, donné par leur patron, n'est-ce pas, pour mettre en mal un pays riche comme la RDC. Donc ça n'a rien à voir d'une entente entre rébellion progressiste et rébellion négative qui veulent seulement faire la guerre. Non, il n'y a jamais eu d'entente. Il y a un problème en RDC, c'est que la RDC doit rester déstabilisée. Comme la plupart des États africains riches. J'ai commencé par vous le dire. Oui. Parce que vous allez constater qu'en réalité, dans l'agenda des Nations Unies, des pays qui forment les nations, les pays puissants, dans les Nations Unies. Ils ont un agenda, c'est-à-dire, quand ils n'arrivent pas à démocratiquement, n'est-ce pas, à vous séparer ou bien à capturer le dirigeant de votre pays, ils vous créent une rébellion. Regardez à chaque fois, et je ne cesserai de le dire, à chaque fois qu'un État, le dirigeant d'un État devient rebelle face aux institutions internationales, une rébellion éclate. Nous savons tous que l'Amazonie est une fabrication. C'est-à-dire dans l'État qu'on appelle le Cameroun. Vous savez que tous les rebelles en RCA, Anti-Balaka, Seleka, ce n'est qu'une fabrication. Vous savez un peu de partout, comme en Libye, on a fait en Libye, n'est-ce pas? Les rébellions qui se sont fomentées là-bas n'étaient que des fabrications. Même chose en Côte d'Ivoire. Vous savez que la rébellion de M. Alassane Dramane Ouattara, celui qui est au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire, était une programmation. Donc vous voyez qu'il y a eu le Togoland qui a failli prendre place quand Nana Akufo-Addo a voulu être un peu rebelle à Macron et aux États puissants, c'est-à-dire les États-Unis. On lui a fabriqué le Togoland qui a disparu encore après. Vous savez qu'au Nigeria, quand un président arrive, quand il est du sud, une rébellion éclate au nord. Quand celui-là est du nord, une rébellion éclate au sud. En fait, on fait tout pour que les États riches d'Afrique, n'est-ce pas? En fait, comme tous les États en Afrique sont riches, il faut toujours trouver quelque chose pour les maintenir en captivité. Même chose pour le Mali. Vous savez que l'État de la Zawad était en préparation de création pour permettre que le Mali ne puisse pas avoir son autonomie, véritablement exploiter ses ressources. Même chose pour le Burkina Faso. Même chose pour les États dont nous connaissons tous qui sont en plein au terrorisme, aux guerres, aux rébellions et aux divisions. Donc vous comprenez que c'est un agenda bien tracé par les Nations Unies par les États puissants du monde
pour avoir des pays instables et pour venir faire un semblant de paix alors que c'est des exploitants. Vous savez tous comment les chars onusiens, n'est-ce pas, de la MINUSCA transportaient plutôt l'or, les diamants, que ça soit au Mali, que ça soit en RCA, que ça soit au Congo. La plupart, on a vu une cargaison de ces chars-là se renverser. Au lieu de trouver les munitions dedans, c'est plutôt les lingots d'or qu'on trouvait dans ces... Donc en réalité, ce n'est pas des forces de défense qu'on nous envoie. Ce n'est pas des forces militaires, ce n'est pas des commandos, mais c'est des ingénieurs miniers, c'est des creuseurs de puits de pétrole, d'or, de diamants et tout le reste là. Donc en réalité, c'est des exploitants qu'on nous envoie. C'est des explorateurs qu'on nous envoie et non des guerriers pour venir défendre. C'est pour ça que j'en appelle encore la conscience des Africains, n'est-ce pas? Mais sachons de raison garder de prendre des dispositions pour protéger nos États. Nous sommes déjà pauvres, n'est-ce pas? Pauvres en infrastructure, pauvres en éducation, pauvres dans presque tous les domaines. Alors, nous amener encore la guerre, c'est-à-dire, je parle à ceux qui prennent les armes contre la République, ou bien créer des mouvements à l'intérieur pour déstabiliser les États, pour leur dire simplement que, mais non, nous avons beaucoup à construire, nous avons beaucoup de choses à faire pour nos États, parce que en fait, le premier danger n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Alors, quand nous combattons les ennemis extérieurs et quand nous avons la victoire au niveau des ennemis extérieurs, alors nous pouvons venir maintenant combattre les ennemis internes parce qu'ils n'auront plus le parapluie, n'est-ce pas, des ennemis externes. Merci André-Christelle Fonga. On va sans transition passer à notre deuxième thématique dans ce programme Regard panafricain. Toujours Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est à la une de cette thématique, mais cette fois-ci en tant que facilitateur auprès de l'État tchadien dans ce qu'on a appelé la crise tchadienne. Le gouvernement a donc reçu l'opposant Succès Masra et par la suite reçu une délégation tchadienne gouvernementale d'ailleurs, qui est venu pour se mettre au parfum des différents échanges entre Succès Masra et le président congolais. De ces différents échanges, il ressort qu'on est en voie de signer un accord pour permettre à l'opposant Succès Masra de se rendre désormais au Tchad. Mais le gouvernement tchadien sera-t-il flexible face à cette question quand on sait qu'un mandat international a été justement publié il y a quelques semaines de cela, mais avait été pris en juin dernier contre l'opposant Succès Masra. Il était accusé, André-Christelle Fonga, d'incitation à la haine, de tentative d'insurrection et bien d'autres mots. Aujourd'hui, quel regard porter sur cette médiation congolaise entre l'opposant Masra et le gouvernement de Mahamat Déby? Je pense qu'aujourd'hui, la situation est un peu très compliquée au niveau du Tchad. Compliquée pourquoi? Parce que les deux belligérants, si on peut les appeler comme ça, n'est-ce pas, entre le président de transition inconnu, transition inconnue, parce qu'on ne sait pas quand la transition a pris place, c'est juste au décès du président du Tchad, Maréchal Idriss Déby, que le fils a pris le pouvoir comme ça, on ne sait pas par quelle alchimie, qu'est-ce qui le prédestiné à être ce pouvoir-là. Donc, vous comprenez que c'est un président illégal pour moi. Il n'est pas véritablement le choix des Tchadiens. Deuxièmement, nous avons un opposant qui est un peu très affilié, très ami à ceux dont nous combattons, c'est-à-dire à ces pays impérialistes dominateurs. Donc vous comprenez que la situation devient très ambiguë pour moi. C'est-à-dire moi, le panafricain. Oui. Moi, d'un regard panafricain. Moi, africain, tout court. Où deux personnes ont le même maître. Pour paraphraser, tous deux ont le même maître. Certains estiment que Succès Masra est plus États-Unis et le président Mahamat Déby est plus France. Tous ont le même maître. Oui. États-Unis, France, c'est la même chose, c'est l'impérialisme. Et nous, qui sommes contre l'impérialisme, nous ne pouvons apporter du crédit à ces deux personnes. D'accord. À l'un
ou à l'autre. Donc vous comprenez que le problème de médiation aujourd'hui entre Success Masra, Idriss Déby, Idno Mahamat, pour moi, les Tchadiens ont plus de problèmes que ça. Ont un très grand défi. C'est-à-dire, c'est de véritablement remettre le pays entre, en fait, si le mot démocratie peut faire plaisir, n'est-ce pas, à ceux qui croient à ce mot-là, qu'il faut que le Tchad devienne un État démocratique. Oui. Je dis bien si le mot, vous savez comment je ne crois pas à la démocratie. Aujourd'hui, ces ententes-là, ou bien ça perd du temps. Je pense qu'on a mieux à faire. On a besoin de véritablement d'avoir un leader au niveau du Tchad. Un leader qui vient du peuple, qui a la bénédiction du peuple. Peu importe le processus par lequel il passe, n'est-ce pas? Si on peut appeler ce processus élection. Mais que ça soit la volonté du peuple. Que ça soit une transition. Que ça soit la volonté du peuple. C'est-à-dire une rupture de l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas? Une rupture de l'ordre colonial, comme j'aime bien l'appeler. Parce que l'ordre constitutionnel, c'est eux encore qui nous ont amené les constitutions. La rupture de l'ordre colonial. Parce que les constitutions que nous avons chez nous en Afrique sont des ordres coloniaux. C'est-à-dire, il faut rompre avec cet ordre-là, parce que la plupart des constitutions sont fabriquées. La preuve en est, Feu Maréchal Déby du Tchad avait dit que mais c'est vous qui avez envoyé des constitutionnalistes venir changer la constitution au niveau du Tchad. Il accusait la France en direct de France 24 et de RFI. Vous vous rappelez de cette interview, je crois que c'était en 2007-2008. N'est-ce pas, où il devait se représenter à vie au pouvoir. Donc, vous comprenez que les constitutions sont modifiées selon le gré des Occidentaux, selon leurs intérêts, selon l'affinité qu'ils ont avec le chef de l'État qui est dans un pays africain. Donc, vous comprenez que les constitutions ne sont pas véritablement des garanties pour la liberté, l'épanouissement, le développement de nos États, ou bien de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que même avec les ruptures de l'ordre constitutionnel, comme nous l'avons vu au Mali, comme nous l'avons vu au Burkina Faso, comme nous l'avons vu plus ou moins en Guinée, n'est-ce pas, et en Guinée-Conakry, et plus ou moins en fait très bien même au niveau du Niger. Donc vous comprenez que prendre une position entre ces deux-là qui n'ont pas véritablement le sentiment, pour moi, n'est-ce pas, de travailler pour le bien-être des populations du Tchad, d'être là pour le peuple, de dire que le peuple tchadien a besoin de véritablement de quoi se nourrir, de quoi se protéger, de quoi construire une maison, avoir une vie décente. Alors là, je me dis, c'est perte de temps de réconciliation, conciliabule, entente, mémoranda et tout ça. Dialogue national. Ça nous apporte pas grand-chose. C'est une perte de temps alors qu'on doit aller droit au but par rapport au sujet que nous avons sur la table, c'est abattre l'impérialisme. Et l'impérialisme, tout ce qui incarne l'impérialisme dans nos États doivent être renversés. Alors vous ne croyez pas à un retournement de veste du président Mahamat Idriss Déby Itno, comme ce fut le cas au soir de sa vie, du président Idriss Déby Feu, évidemment, vous n'y croyez pas, mais aussi comment, enfin ça c'est la première partie de la question, mais comment penser à la fin de l'impérialisme? Laissez-moi répondre alors, comme c'est la première partie. Allez-y, pour simplement dire que, vous savez, je pense que on l'observe, on voit. On a parlé tout à l'heure de Félix Tshisekedi qui avait un discours au départ de sa gouvernance un peu tolérant envers la MONUSCO. Oui. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il a pris de la graine. Il a et pris pas de seulement l'envergure. envers la MONUSCO, l'État français. L'État français, exactement. Oui. Et que ce soit les institutions de Bretton Woods, les mauvais voisins, ceux qui font de la mauvaise politique. Donc, vous comprenez un et même discours les médias français aussi. Ah oui, et un discours de quelqu'un qui a compris, oui. ou bien qui a pris du temps avant de donner véritablement sa position. Et donc, c'est possible que le président
de transition du Tchad aujourd'hui puisse aussi lui-même, n'est-ce pas, véritablement changer. C'est possible. Sachant que la France a une très grande mainmise au niveau du Tchad. Parce qu'avec la base française installée au Tchad, ça devient très compliqué. La preuve en est, quand Ali Bongo Ondimba était encore au pouvoir, quand soi-disant, il gagne les élections de 2009, je crois, la première élection, face à André Mbaobam, oui, la France est derrière lui. Mais quand Ali Bongo décide d'appartenir au Commonwealth, c'est comme un coup de massue sur la tête de la France. Et 3 ans après, on déclare, en fait, selon des enquêtes, n'est-ce pas, de certains médias et de certains activistes français, journalistes et écrivains, avocats même. D'ailleurs, d'autres écrivains ont taxé Ali Bongo qui n'était pas gabonais, comment il n'avait pas gagné les élections, comment il n'avait pas fait ceci. Donc, vous comprenez qu'il y a eu une série de choses, n'est-ce pas, qui se sont passées. Alors qu'au départ, on le prenait comme le chouchou de la France. Et vous voyez que c'est la même chose aujourd'hui avec Idriss Déby Ibn Mahamat, qui peut aujourd'hui être le chouchou de la France, n'est-ce pas, et demain aussi tourner la veste. Ou bien véritablement sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui, parce qu'on ne sait jamais ce que l'homme a à l'intérieur. C'est quand ça sort qu'on sait que c'était à l'intérieur. Vous comprenez un peu. Pour simplement dire que peut-être il joue encore le jeu pour essayer d'asseoir son pouvoir, parce qu'il n'est qu'à 2 ans, je crois, de transition aujourd'hui. Alors à 2 ans, c'est pas encore assez mature pour véritablement prendre des positions panafricanistes, parce qu'en réalité, c'est une transition, il faut toujours le rappeler, c'est une transition floue. Ça n'a aucune base. Alors que les autres ont de la légitimité, par exemple, parce que vous allez dire que, mais au Burkina Faso, il est même plus jeune, n'est-ce pas, que celui du Tchad. Vous comprenez un peu, mais prendre des décisions courageuses. Il faut comprendre que au Burkina Faso, il y a d'abord la volonté du peuple. Parce que en fait, pour que les militaires prennent le pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait une émancipation, l'éveil. Et c'est pour ça qu'il faut vous féliciter, vous les médias panafricains, qui pour cet éveil de conscience, et nous les panafricanistes, n'est-ce pas, pour cet éveil de conscience, pour ce réveil, n'est-ce pas, que nous apportons au peuple qui était longtemps endormi, de les faire comprendre les vrais enjeux des batailles. Et quand ce peuple est mature, alors ceux qui ont des armes, qui font partie du peuple, bien sûr, parce qu'on a longtemps séparé militaire et peuple, alors que le militaire et le peuple c'est la même chose. Ils subissent les mêmes, ils passent dans les mêmes routes, sur les mêmes routes, comme la route de PK14 qu'on on est entre d'ailleurs, il n'y a plus de route à Douala, par exemple, il n'y a plus de route. Tout est cabossé. Nous saluons le maire de la ville pour ce bon travail, n'est-ce pas? Et toutes les autorités qui regardent la ville de Douala pourrie, dont nous les saluons. Donc, pour faire comprendre que les militaires ont les mêmes problèmes pour aller au marché dans le panier de la ménagère. Ils ont les mêmes problèmes d'électricité, ils ont les mêmes problèmes d'eau, ils ont les mêmes problèmes que tout le reste. Donc, ça ne différencie pas. Quand il y a accident, il n'y a pas accident que c'est ce qui veut le militaire ou bien c'est ce qui veut le civil. Non, c'est tout le monde. Donc, ils font faire partie du peuple. Donc, pour que le président de transition du Tchad ait une légitimité, pour que son pouvoir, il puisse prendre des décisions à la Ibrahim Traoré ou bien comme à Assimi Goïta, il faut une légitimité, n'est-ce pas, venant du peuple. Et ce peuple-là, et c'est pour ça que j'ai parlé de rupture de l'ordre colonial, n'est-ce pas, qui donne la légitimité. Parce que si le peuple est debout comme un seul homme et que vous prenez le pouvoir, vous qui avez les armes, prenez le pouvoir et que le peuple est avec vous, vous réussissez. La preuve en est, regardez au Burkina Faso, il y a eu 2 révolutions au Burkina Faso, mais qui n'ont pas duré. Il y a eu Sandaogo, qui n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu à la volonté du peuple, c'est-à-dire le peuple voulait la rupture de l'ordre colonial, c'est-à-dire les relations incestueuses entre le pouvoir central burkinabé et la France. Mais il y a eu, je crois que c'était Djendéré, ou bien il y avait eu un autre général qui avait pris le pouvoir, et en fait qui a même voulu prendre le pouvoir, mais qui a été stoppé net malgré, parce que oui, je crois que c'était Djendéré, le général Djendéré, qui,
malgré qu'il était à la tête de l'unité la plus forte de gendarmerie du Burkina Faso, le peuple s'est dressé comme un seul homme pour lui dire que monsieur, vous n'allez pas prendre le pouvoir ici. Donc vous comprenez que quand le peuple se lève, en fait, il n'y a pas meilleure arme que le peuple. Donc c'est ce que monsieur Idriss Mahamat a besoin, la légitimité du peuple, qu'il n'en a pas, et il faut véritablement qu'il pose maintenant des actions qui vont attirer la sympathie du peuple pour que véritablement ces échanges, ces discussions avec Success Masra, qui est un opposant, pas aujourd'hui, qui a commencé l'opposition avec le père Déby, n'est-ce pas, avec le feu maréchal Idriss, donc qui a quand même une base politique, n'est-ce pas, qui, malgré ce que je dis bien, malgré que il est des atomes crochus avec les États-Unis. Il a un parapluie un peu étranger, ce qui n'entre pas aussi dans mes pronostics de panafricains, d'Africains véritables pour gouverner nos États. On va peut-être sortir par là, André Christelle Fanga. On a la France et les États-Unis qui se bataillent sur le territoire tchadien. On a au milieu un peuple qui... d'une part, ne soutient pas le président Mahamat Idriss Déby Itno, et d'une part, veut croire en cet opposant Succès Masra, mais reste sur ses gardes. Après tout, on prête également à cet opposant une fervente célébrité auprès du peuple tchadien, rien qu'au vu des différentes manifestations dernières. Mais est-ce ça l'espoir du peuple tchadien? Juste un visage différent de la famille Déby Itno, juste un visage auquel on agrippe directement des paroles panafricaines, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui les opposants ont un discours très souverainiste, mais par après on découvre que ce sont des suppôts, des colons. Alors madame, il faut aller en profondeur de la question tchadienne. D'accord. En profondeur, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous regardons la situation du Tchad, le Tchad a plutôt été un pays plus de guerre, de guerriers, que d'hommes politiques. Je dis bien, le Tchad a plus été un pays de guerriers, de hommes de guerre, que Sénabré, père Idriss Déby lui-même, et plusieurs autres. Toumbalbaye, et tous ces gens-là ont été plus des hommes de guerre que des hommes politiques. Et donc, quand vous avez un État comme celui-là, qui est fondé plus dans la défense, c'est-à-dire la plupart c'est des soldats prêts à la guerre, alors le peuple n'a pas beaucoup à dire. Parce que le peuple se réfugie derrière la sécurité. C'est pour ça que... Vous pensez que le peuple voit en Succès Masra de la sécurité? Je dis bien... Parce que c'est un civil? Oui, mais ce qui est sûr actuellement, pour que le Tchad devienne véritablement une démocratie, au sens propre du terme, pas une démocratie importée, c'est-à-dire la volonté du peuple s'exprime au niveau du Tchad, il faut véritablement un travail de fond. Il faut décoloniser le Tchad. Pour décoloniser le Tchad, il faut d'abord premièrement enlever la base française. Parce que vous savez que la base française joue un rôle hyper corrosif et abrasif dans l'État tchadien. C'est-à-dire c'est elle qui provoque les guerres. C'est elle qui provoque les rébellions. C'est elle qui crée les insécurités. Je vous prends un exemple banal. Ce n'est même pas banal, c'est un exemple que tout le monde connaît. Il y a 7 Français qui sont arrêtés au Tchad pour l'affaire de l'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé, c'était un Français qui volait les enfants au niveau de l'Afrique centrale. Ils volaient en RCA, au Tchad, un peu de partout. Et c'est au Tchad qu'ils se réfugiaient pour prendre leur vol pour rentrer en France. Ces Français-là sont arrêtés au Tchad à l'époque du maréchal Idriss Déby. Et ils doivent être jugés au Tchad. Nicolas Sarkozy, à France 24, annonce et il dit « Peu importe ce que ces Français ont fait, j'irai là-bas les chercher. Et je vais les ramener en France. Et Nicolas Sarkozy a appelé le président du Tchad, feu maréchal. Le maréchal a dit que non, il ne les libère pas, on va les juger sur place.
2 semaines après, il y a une rébellion qui a éclaté au Tchad. Cette rébellion était aux portes de N'Djamena. Je vous dis, aux portes de la présidence. Et selon les indiscrétions et selon des informations de palais que nous avons, et de certaines bouches autorisées à cette époque-là, le président français et certains officiels français étaient au téléphone avec le maréchal à son palais. Et l'ambassadeur français qui était là, M. Idriss Déby, l'a pris en otage dans son palais. Il dit, bon, ok, comme c'est comme ça, nous finissons aussi, si la rébellion ne recule pas, l'ambassadeur français qui est là, il ne ressort plus vivant. Donc, il y a eu des échanges pendant 3 heures de temps entre l'Élysée et N'Djamena. Finalement, ils ont trouvé un accord. L'ambassadeur français a été libéré et on a demandé, les autres 7 Français, le président Idriss a dit, ok, on va libérer les 7 Français. Et finalement, d'une manière extraordinaire, la rébellion qui était aux portes du palais de N'Djamena a subitement été repoussée et a disparu. Vous comprenez quelque chose à ça? Vous voyez comment la France, avec sa base militaire au niveau du Tchad, joue un mauvais rôle, parce qu'on a dit que cette période, on a dit que l'aviation française a intervenu, c'est-à-dire a bombardé quelques positions rebelles, et finalement l'armée a repoussé jusqu'à hors du territoire tchadien, et ils se sont retrouvés. C'est eux qui sont allés former le FACT, le FACT, la rébellion qui est donc vous comprenez que la France joue un très mauvais jeu au niveau du Tchad. Donc pour simplement dire que pour que vous puissiez vous en sortir et que la volonté du peuple soit véritablement faite au niveau du Tchad, il faut débarrasser de ce manteau colonial appelé la France. Et si vous ne vous en débarrassez pas, on va toujours se retrouver avec des situations pareilles que nous avons aujourd'hui au niveau du Tchad. Mais ce n'est pas l'espoir n'est pas basé sur Succès Masra. Détrompez-vous. Il n'est pas l'homme politique idéal pour la liberté des Tchadiens. Il faut de nouveaux hommes, de nouveaux acteurs. Et je pense que c'est aux Tchadiens maintenant de créer leur révolution. Merci André-Christelle Fanga pour toutes ces analyses sur nos sujets d'actualité. On a pu parler de la République démocratique du Congo et ce retrait de la MONUSCO très précipité, on peut le dire ainsi. En tout cas, d'ici le 15 novembre, on connaîtra le chronogramme de ce retrait qui sera soumis au gouvernement de Tshisekedi Tshilombo. On a pu également discuter de la question tchadienne avec cette médiation congolaise entre Succès Masra, l'opposant des transformateurs, et le président Mahamat Idriss Déby Itno. On rappelle que lors de cette visite de la délégation tchadienne, c'est le ministre de la Réconciliation qui était en tête de file pour rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi et Succès Masra après les discussions. Merci à tous de nous avoir regardés. Regard panafricain, c'est terminé. André-Christelle Fanga, à très bientôt. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation encore et merci aux auditeurs téléauditeurs oui. Et Facebookers, YouTubeurs et tous ceux qui nous ont vus un peu de partout. Un seul mot pour les Africains: prenons conscience, protégeons nos États. Parce que c'est de là où la clé de notre souveraineté, la clé de notre épanouissement, de notre émergence. Parce qu'il n'y a aucune nation qui viendra nous sauver de l'intérieur. Non, c'est nous-mêmes les Africains qui peuvent sauver et qui peuvent apporter quelque chose pour que nos États obtiennent leur souveraineté. Les autres viendront, ce qui est sûr. Mais quand nous aurons déjà fait le bon boulot au niveau national. Merci également à la partie technico-artistique qui était savamment orchestrée par Nkele, accompagné d'Ongwe dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Merci à vous tous pour votre aimable fidélité. On se retrouve très bientôt sur les ondes de la radio panafricaine et sur nos antennes télévisées. Au revoir à tous.